Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Gilles, on vous voit dans la caméra. On te voit à travers. Bonjour, on est sur le hashtag festival, toujours, on entame notre panel sur l'animation. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on travaille avec David et Alexandre, on aime bien avoir un panel sur l'animation, que ce soit à Japan Tour ou ici, et ça nous fait plaisir. On s'est déjà vu, alors moi vous m'avez jamais vu parce que c'était quelqu'un d'autre la dernière fois, mais je crois que Manon est déjà venue en plateau, donc au Streamlab de Tours, Séverine également, Oui. C'est ça. Tout à fait. C'est la première fois. Tout à fait. Et c'est la première fois également. Voilà, C'est Pasquale, c'est ça? Rui, Pasquale. Oui, c'est ça. Oui, Pasquale, c'est ton prénom, c'est Rui du coup. Exactement. Ok, ça marche, parce que, pareil, on t'a croisé plein de fois, mais je pense que c'est la première fois en plateau avec nous. Ici, oui, je suis puceau du Twitch ici. Sur le Twitch, c'est une manière de voir les choses. Première fois ici, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est simple, on va commencer par un petit tour, vous vous présentez rapidement, c'est quoi votre rôle, sur quoi vous avez bossé, comme ça donne un peu le contexte pour les gens, et on va commencer par Séverine. Allez, on y va. Bonjour tout le monde, je m'appelle Séverine Varlette, ça fait 26 ans que je suis dans le milieu de l'animation. Donc actuellement, je suis directrice des productions en Kama Animation. Et en même temps aussi, je bosse beaucoup avec le Japon parce que j'ai une boîte franco-japonaise que j'ai fondée avec deux amis à moi, qui est Jean-Louis Van Destock et Eddie Méon, qui s'appelle Yapiko Animation. Ok. Clair et précis. Hein. C'est précis, c'est bien. Bonjour, moi je suis Fernando Lira. Et un peu pareil, un peu le même temps que je suis dans le métier d'animation comme toi, mais un peu vingtaine plus, 27 ans déjà. À peu 27. près. Et je suis directeur artistique actuellement chez Blue Spirit Productions, où j'ai fait pas mal de dessins animés actuellement. Ok. Il y a tout un historique assez long des dessins animés, que peut-être on travaillera, ça, on parlera en détail tout à l'heure. Mais voilà, actuellement je suis directeur artistique, pour faire plein de designs et des beaux dessins animés. Ok. En France, c'est bien. Ok, ça marche. Et moi, du coup, c'est Manon Paillet et je suis chargée de production, du coup. Et j'ai pu travailler sur des projets comme Mario Bros ou Arcane saison 2 qui sort bientôt. Ok, nice. Alors pour faire court, parce que sinon ce sera beaucoup C'est très long. je suis journaliste animateur, entre autres pour le magazine Rétro Laser sur la culture geek, parfois pour Animeland sur l'animation et le manga, où justement on a parlé d'Arcane, entre autres. Et je fais aussi un peu de radio et beaucoup d'autres choses, mais on y reviendra. Plein de choses. Mais en fait, je pense que vous avez tous, là vous m'avez résumé ça en quelques mots, vous avez tous des parcours qui sont costauds, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Un peu, oui, tout à fait. Un peu, ouais. Ouais. Ça fait un moment déjà, ouais. Ça fait un moment. Voilà. Et voilà, deuxième question un peu classique, comment vous en êtes arrivé? Parce qu'il y a quand même un point commun, même si c'est que ça le journalisme ou l'animation, avec ce côté animé, dessin animé. À quel moment vous avez mis un pied dedans? Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que c'est un hasard? Alors, je vais y aller, on va faire comme ça. Voilà. Je vais être c'est rapide parti, et le efficace. sens inverse des aiguilles d'une montre. Moi, c'est le métier que je voulais faire, parce que moi, c'est depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans le dessin animé. Nice. Donc, effectivement, ça a commencé avec Disney, parce que c'est le premier truc qu'on a eu qui sont quand même arrivés un peu sur nos écrans avec le long métrage. Et après, je suis cette génération-là qui a connu Récréa 2 et Club Dorothée, et donc l'arrivée de l'animation japonaise en France, des animés, après, plus tard, des longs métrages, avec Akira, par exemple. Ouais. Et ouais, là, une grosse claque, où je me suis dit, enfin. Parce que nous, le truc qu'on avait, c'était du dessin animé pour enfants. Oui. Et en gros, voilà, là, on a un truc qui arrive et qui parle à tout le monde, et surtout qui a grandi avec nous, qui passait les âges. Et là, je me suis dit, mais c'est chouette ça, j'adore. Et je dessinais déjà étant gamine. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Voilà. Ok. Et quelle a été la première, ton premier pied dans cette industrie? Alors moi, je suis arrivée un peu... c'est un peu spécial, hein, parce que on avait encore à l'époque en France ce qui existe encore au Japon, c'est-à-dire le senpai, c'est-à-dire qu'on va former sur place. Voilà. Moi, j'ai fait des études d'art, voilà. Mais il y avait quand même quelques écoles qui commençaient à arriver aux formations de l'animation, dont la fameuse école des Gobelins, et après il y avait l'MK, tout ça. Donc j'ai passé les concours d'entrée, que forcément j'ai raté, parce que je connaissais ce que c'était un storyboard, mais je ne savais pas storyboarder. Oui. Voilà. Moi, je voulais être gouacheuse à la base. D'accord. Voilà. C'est peindre les cellulos, voilà, ou les décors. Et donc j'ai fait, on va faire autrement. Comme j'ai raté les concours d'entrée, mais le porte-à-porte existait encore, et donc je suis arrivée avec mon book et j'ai fait tous les studios d'anime
qui existait Et il y à en a un Paris. qui a fini par dire. Et le premier qui m'ouvre la porte, c'est en 98, c'est le Studio Ellipse. Ok. Voilà. D'accord. Et sauf qui que... proposait quoi à l'époque? Parce que c'est vrai que moi ça me parle pas par exemple, mais. Alors, c'est ceux qu'on fait Bob Moran, Babar, Ok. Tintin. Tout Moi, de suite, ça nous parle. Voilà. Moi, Marsupilami. Ouais, aussi. Moi, quand je suis arrivée, il y avait Orson Olivia, et je suis arrivée, moi, sur Capitaine Fracas. C'est la première saison de La Famille Pirate. Ok, nice. Voilà. Et en gros, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire et tout? Je vais être gouacheuse. Ils m'ont dit, oui, mais là, ça commence en fait à... Ça part en Asie. Ah, ils délégalisent. Mince. Qu'est-ce qui ça reste? commençait un petit peu. Et ils m'ont dit, mais par contre, on a besoin de monde à la prod. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. À la Donc, production. finalement, mais c'est marrant, hein, c'est des parcours comme ça. J'imagine que vous avez tous vos anecdotes, mais c'est incroyable. Hein. Ah bah il faut y aller. T'as pas fini encore? T'as encore déjà Oh, raconté? oui. Chacun son tour. Alors, la question c'était comment on en est arrivé là. Est-ce que c'était un objectif initial, l'animé, le dessin animé, et puis la première expérience finalement? En fait, moi, c'est un parcours un peu assez, je dirais pas spécial, mais un peu plein des embauches et des sautes artistiques. Moi, je suis d'origine espagnole. Je suis arrivé en France il y a 27 ans à peu près. Okay. Il faut voir, moi, à la base, j'ai fait mes études des arts déco, Okay. et des illustrations et des beaux-arts. Je voulais faire de l'illustration et de la peinture. Mais effectivement, assez rapidement, je suis tombé sur un studio en Espagne. Je ne vais pas raconter le nom, il a disparu. Où j'ai appris le métier de l'animation sur place. Ok. En fait, on travaillait même pour des studios chinois. On réétait que l'animation, mais c'est assez complexe. Et assez rapidement, c'était l'époque presque de la fin de Roi Lion. Il y a eu plein d'opportunités qui sortaient partout dans le monde. En fait, je explique un peu ce que j'ai ressenti. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, à Paris, alors que ce n'était pas mon idée de partir à Paris, plutôt je vais partir aux États-Unis, il y a des boulots. Ils cherchent des designers. C'était un studio qui s'appelait SIP Animation. D'accord. C'est lié un peu à ce qu'on va parler maintenant, par rapport à plein des gens assez connus de l'animation, Inspector Gadget, etc. Et en fait, je suis arrivé pour faire un test de design sur le dessin animé d'Achille Talon, très méconnu, qu'on a fait 2 saisons. Et directement, ils m'ont proposé un embauche direct dans la journée, parce que c'était assez... voilà. Moi, avec des coulots, j'ai fait mes dessins. C'est pour ça que même aux gens qui arrivent maintenant au métier, je dis, mais il faut y aller avec des coulots dans les studios, essayer de faire des tests, comparez-vous, être compétitif avec tous les autres dessinateurs. Moi, j'arrivais comme ça. Et tout de suite, ils m'ont proposé un contrat de 6 mois. J'étais sur les chocs, je ne parlais même pas français. Je suis revenu en Espagne, j'ai pris mon sac à dos, j'ai démissionné en m'engueulant avec mon chef qui voulait me doubler le salaire en Espagne et tout. Bon, bref, je suis débarqué en France. C'était un studio génial, qui va peut-être raconter des détails, où il y avait les origines d'Inspector Gadget, les Mystériosités d'Or, avec des gens géniaux comme Bruno Bianchi, cet studio-là. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec eux. Et de fil en aiguille, j'ai fait des contrats nouveaux. Après, je suis parti de chez eux, j'ai fait pas mal de studios, parce que je ne vais pas m'étaler trop à ce niveau-là. Au niveau des détails, on parlera peut-être en détail plus tard, mais en gros, j'ai fait une période de presque 10 ans d'intermittence aussi, des spectacles, où j'ai travaillé pour plusieurs studios d'animation ailleurs. Mais je suis revenu quand même à cet studio-là. Et à fil en aiguille, j'ai fait énormément d'expériences pour plein de dessins animés, Inspector Gadget, les Mystériosités d'Or après, plus tard, Witch, Disney, bref, c'est assez spécial. Je ne veux pas on parlera en détail de tout ça, mais ça a été une chance de tomber sur un studio où j'ai rencontré des gens comme Bruno Bianchi, créateur d'Inspector Gadget, que c'était un ami très chéri, qui est disparu il y a une dizaine d'années. Des autres gens, j'ai connu Chalopin, Raïm Saban. En fait, c'était une studio. T'as connu tous les noms du milieu. Non, mais je suis arrivé au studio, pour moi, que c'était génial. J'ai connu des autres studios extraordinaires aussi, des cartoons. D'ailleurs, Ellipse, je suis passé une fois. Mais finalement, j'ai resté avec tous mes potes. Voilà. Et effectivement, depuis 25 ans, moi, j'ai continué à faire plein de dessins animés. On pourrait parler. Ok. On peut en détail. J'ai bien compris que... non, mais encore un parcours... voilà. Mais vous avez tous des parcours. De toute manière, chaque parcours est incroyable. Et il y a beaucoup de... C'est un moment, une décision qui va faire la différence, quoi. C'est une porte frappée, c'est une décision de partir. Manon. Pour moi, je pense, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu, parce que pareil, je dessine depuis que je suis toute petite, etc. Le truc, c'est que j'ai appris assez tard au lycée qu'il y avait des écoles qui existaient pour ce genre de métier. Je pensais que je savais pas comment c'était fait, mais je me suis dit que c'était pas possible, en tout cas, ou pas atteignable. Et j'ai fait du coup une école de cinéma d'animation 3D, où du coup j'ai appris tous les différents métiers, etc. Donc pour être à la fin entre guillemets généraliste, je savais tout faire. Mais je me suis dit que c'était pas exactement ça que je voulais faire toute ma vie. C'est que j'aimais bien le côté créatif, mais j'avais pas encore trouvé ce qui me plaisait. Et puis j'ai découvert la production et je me suis dit ça c'est pas mal ça.
C'était assez rare d'avoir, en tout cas dans mon école, d'avoir un profil généraliste et en même temps de devoir faire de la production et de connaître les problématiques et comprendre aussi les artistes plus techniquement parlant au cas où s'il y avait des soucis, quoi. Et du coup, j'ai appris, on va dire, sur le tas la production, et la première boîte qui m'a donné ma chance, c'était en stage. Et c'était un studio qui s'appelle Amuse, qui est un peu la petite sœur de Mille-Images, pour ceux qui connaissent. Et j'ai travaillé du coup sur de la série pour enfants, avec des petites voitures, etc. Et c'était très cool. Et j'ai eu de la chance, du coup, dès que j'ai fini mes études, de commencer directement sur Mario chez Illumination, du coup. Ok, beau projet. Alors, juste avant qu'on te donne la parole, juste pour vulgariser un petit peu la production, parce que tu en as parlé aussi, ça englobe quoi concrètement pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Parce que non, mais c'est un terme que... Ouais. C'est un terme qui peut, pour certaines personnes, paraître hyper générique. Alors c'est vrai que nous, on a tendance à le poser à chaque fois, on finit par savoir, mais on tombe dans des biais de conversation où on se parle entre nous et les gens comprennent rien. La production, qu'est-ce que c'est que donc? Alors, la production, elle se divise en deux, c'est-à-dire que vous avez l'étape artistique, c'est-à-dire le réal, le premier assistant réal, parfois le second assistant réal et un assistant de prod. Et après, vous avez la production pure et dure, voilà, mais c'est des binômes, hein. Il faut qu'elles travaillent ensemble pour le bien du projet. Et après, vous avez la production pure et dure avec dire de production, chargé de production et assistant de production. Voilà. Et en fait, ces postes-là sont des postes quand même. Tous les postes sont importants dans l'animation. Je tiens à le dire. Même même la petite main, elle est hyper importante. Et en fait, la production, on gère le planning, on gère l'argent, et on gère surtout toutes les étapes de fabrication du projet. Et c'est-à-dire qu'on est en même temps à la gestion et au management, gestion financière, schedule, et en même temps on est au management, c'est-à-dire des équipes. Et la supervision. Et toute la supervision. Donc c'est vraiment gérer et manager tout le projet du début jusqu'à la fin. C'est une vision d'ensemble finalement. Là où certains vont avoir un scope très, très défini, la production, il y a une vision d'ensemble du projet pour le mener à bout. Tout à fait. Et effectivement, on dessine peut-être pas. Non, on ne dessine pas. Moi, j'aime bien dire que mon job, oui, c'est de faire du planning, mais c'est surtout de régler des problèmes, de courir partout. Tout à fait. Des soucis. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans chaque département, que ce soit ceux qui font de l'animation, les personnages, le décor et tout, chacun, en général, a son chargé et son assistant, ou des fois que son assistant de production, du coup, qui gère son département. Mais il y a des gens qui ont des scopes du coup plus larges, qui eux vont gérer du coup un peu tous les départements, etc., ou plus du budget, ou plus. C'est vraiment de la gestion du management. Il y a un côté comme une toile d'araignée. C'est-à-dire qu'on tisse, on crée les liens entre les différents. Pour que tout fonctionne, parce qu'en plus, parfois sur des projets, moi, qui m'est arrivé, c'est que vous travaillez aux quatre coins du globe. C'est-à-dire que ça travaille avec l'Asie, la Chine, la Corée, le Japon. Et de l'autre côté, vous travaillez avec les États-Unis. Et donc, là, vous êtes au milieu. Donc voilà, et il faut gérer tout ça. Voilà, parce que c'est des milliers et des milliers d'équipes et parfois plusieurs studios aussi à la fois. Voilà, sur toutes les étapes. Voilà notre travail. À nous, oui. Alors la question, on va peut-être l'orienter. Alors je ne sais pas si vraiment on peut l'orienter sur les métiers de l'animation. Tu as peut-être une expérience aussi là-dedans, mais peut-être rien que déjà ton rapport à l'animé, au dessin animé, à quel moment ça vient? Est-ce qu'il y a un déclic quelque part? Ça va être dur d'être concis, mais bon. Alors, un peu comme ma camarade, moi j'ai grandi avec les années Récréa 2, le Club Dorothée, mais je suis passé d'abord par l'école Disney. Et il y a un film qui a été vraiment, pour moi, c'est un bien grand mot, révolutionnaire, en tout cas qui a été une vraie gifle, c'était Taram et le chaudron magique au cinéma. Et d'entrée de jeu, je devais avoir quoi? C'était en 85. On va éviter de dire mon âge. Bref, j'étais tout jeuneau et j'ai adoré. Il y avait des squelettes, c'était sombre, etc. Moi, ça me faisait pas du tout peur. Je trouvais ça génial. Et déjà à l'époque, Disney était dans une période d'entre-deux où il y avait le pass avec les nouvelles générations, l'animation par ordinateur, enfin tout ça, je passe. Et on sentait bien qu'il y avait une volonté d'essayer de s'adresser à un public plus familial ou adulte. Donc là, déjà, c'était un révélateur puisque j'avais bouffé du Mickey, du Donald et tous ces trucs-là. Mes parents d'ailleurs en avaient marre parce que j'aimais pas du tout le papier peint de la maison et j'avais redessiné Heidi, Maya l'abeille, Goldorak, Allez, etc. c'est parti. Ils sont arrivés un soir, ils ont pété le plomb, j'ai dit qu'est-ce que tu as fait? C'était moche, j'ai refait. Bon, c'est tout à fait normal. Voilà. Et donc après, pour revenir sérieux juste 2 secondes, après Taram,
J'aimais l'animation, donc effectivement, et j'aime toujours, qu'elle soit française, américaine. Ouais, de manière générale. Puis, évidemment, sont arrivés les autres dessins animés. Là aussi, Cobra, c'était limite un peu gênant de le regarder avec mon papa à côté. Il disait, tiens, ils sont pas mal les nanas dans Cobra. J'en pensais tout autant, mais je pouvais pas trop le dire à mon âge. Mais voilà, il y avait donc, je découvrais déjà très jeune qu'il pouvait y avoir de l'animation, pas que pour les enfants. Ouais. Et surtout que le mode d'expression, du moins chez les Japonais, à mon humble avis, en mon sens, il y avait des valeurs universelles, des héros parfois torturés, etc. Mais je trouvais que c'était moins binaire. C'est-à-dire qu'on avait des héros qui n'étaient pas juste complètement gentils, complètement tout blanc, complètement tout noir. Donc ça, d'entrée de jeu avec Taram, je me suis dit, ça j'adore. Donc Disney, j'ai pas renié. Mais après, comme ça commençait à faire un peu comédie musicale... Par la suite, bon, j'aime bien les vieux Aristochats, tout ça. Je me suis dit, c'est cool, mais il doit y avoir encore mieux. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est japonais. Ouais. Par accident, pratiquement, en fait, moi, je voulais ou travailler dans le dessin animé. Je ne suis pas devenu dessinateur. Je dessine un peu, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, mieux vaut pas regarder. Et finalement, j'hésitais entre ou faire du dessin animé ou être comédien aussi. Donc, je faisais déjà un peu le con, j'imitais des gens, etc. Et finalement, ça a été presque ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Et au final, le hasard, c'est après mes études de commerce, je me retrouve à faire un stage en radio. J'étais venu juste pour faire ce qu'on appelle passeur. Je file 2-3 disques parce que je collectionnais déjà des disques de dessins animés ou d'autres choses. Et puis finalement, on vient un jour, on vient 2 jours, etc. À la base, je venais juste assister. Et puis à force qu'on voit que je suis là, bah, j'y étais. Ouais. Et puis j'y suis 2 jours. Et en fait, j'ai appris en 3 jours ce que les gens apprennent en 3 mois, sans prétention aucune. Et je me suis retrouvé tour à tour animateur, réalisateur. J'ai commencé à voir des fax filés avec des numéros de téléphone, des machins, des carnets d'adresses. Je fais, oh, c'est intéressant tout ça. Je me suis incrusté un petit peu dans les soirées entre guillemets du showbiz. Et petit à petit, je me suis fait mon carnet d'adresses totalement en autodidacte. Donc je suis passé tour à tour chargé de production, scénariste depuis pas longtemps pour le cinéma. Okay. J'ai travaillé en attaché de presse en maison disque. Je suis toujours manager d'artistes. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste. Et j'ai à peu près 5-6 les 1001 casquettes différentes depuis, mais en saltimbanque totale. Et d'ailleurs, mon confrère est là. Et mon premier article... ça a été en fait, il fallait bien, c'était sur un mort que j'aimais beaucoup, un chanteur qui s'appelait Jean-Claude Corbel. C'est pas tout à fait mon premier, c'était un de mes premiers. D'abord j'ai bossé pour 10e Planète, un magazine sur les produits dérivés. J'avais proposé un article sur les génériques, les disques, les dessins animés. J'ai envoyé le truc, je pensais pas être pris, finalement pris. Et après j'ai écrit plein d'autres articles, plein d'autres interviews. C'est parti. De là, Animeland, je les connaissais un peu, mais comme lecteur. Donc j'envoie mon hommage à Jean-Claude Corbel. En fait, Jean-Claude Corbel, c'était le chanteur de la bande à Picsou, les Cosmocats, Olivier Tom, les chansons des Biaves, Embrasse-moi Lucille, etc. J'envoie le truc, ça plaît à Olivier Fallet, qui va devenir un ami, on va bosser ensemble. Je suis pris ensuite chez Animeland, je me retrouve sur les rubriques doublage, interview. Ensuite, tour à tour, je vais avoir la chance de côtoyer, de rencontrer Tim Burton, Hayao Miyazaki, que je vais interviewer, Johnny Depp, Nathalie Portman, enfin, je passe la liste, c'est très très long. Personne du tout. Etc. Et je me retrouve tour à tour sur des magazines, soit Culture Geek comme Rétro Laser ou d'autres, je ne vais pas tous les citer, un peu peopleless, parce que je voulais pas m'enfermer. J'adorais le dessin animé, je l'aime toujours, mais j'avais pas trop envie qu'on me colle une étiquette plutôt manga, plutôt ceci, donc, cela. Tu restes assez large. Et comme je déteste les étiquettes, je les enlève à chaque fois. Je me suis un petit peu baladé à droite à gauche, mais toujours dans le même secteur de la culture geek. Et puis est arrivé Logarithme, maison disque, où j'ai retrouvé le chanteur de Goldorak, Enrique, où on a pu lancer aussi des BO avec Yves Luchez et Olivier Fallet. Et au final, toutes ces rencontres m'ont amené à faire donc ce livre sur les mystérieuses cités d'or avec Gilles Broche, le livre sur la belle histoire des génériques télé, de Goldorak à Pokémon, à créer ma propre boîte de prod aussi. Là, je scénarise un projet de long métrage, un thriller médiéval et fantastique, où je bosse avec un réal et un prod, parce que j'ai toujours aimé aussi l'écriture. Voilà, bon, bref, je vais pas non, mais très intéressant. Beaucoup trop long, et j'ai pas envie d'emmerder les gens. Et voilà, grosso merdo. On est tous intéressés, là. Je résume très, très rapidement. Des anecdotes, j'en ai 1000, mais on en a pour 10 heures. Voilà. Mais c'est le plus intéressant. Mais non, super. Ok, donc on en est à... Ok, donc... bon, bah, t'as répondu à toutes mes questions finalement. L'appétence, la première expérience, la deuxième, la troisième, la quatrième, toutes les expériences. Mais si je peux dire, beaucoup l'école du culot. Alors je dis pas que cette expérience m'a servi à moi, en toute humilité, parce que ce qui sert à moi ou peut-être aux autres, je ne veux pas parler pour les autres, ne sert pas forcément pour les autres, vraiment sans prétention. Mais en tout cas, ce qui est certain, je touche du bois, c'est qu'à chaque fois dans ce milieu, je peux le dire, ça fait peut-être prétentieux de dire que j'ai été extrêmement jalousé parce que j'étais pas fils d'eux, je suis pas venu, j'étais pas pistonné, moi je viens d'un milieu modeste, j'ai vraiment tout fait sur le tas. Je remercie mon père spirituel, René Borg, qui a été de ceux qui a
derrière Ulysse 31, les Shadows, etc., qui a cru beaucoup en moi dès le départ, qui m'a ouvert quelques portes. Mais hormis René, honnêtement, je me suis fait... pas dessus, un petit peu aussi des fois, tout seul, vraiment tout seul. Et ce que je veux dire, c'est que toutes les fois où on m'a dit... Je les ai perdus là. Voilà, si ça fait rire, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les fois où on m'a dit ça, c'est pas possible, tu n'y vas pas, etc., y compris chez mes rédactions, etc., comme je suis un peu têtu, je faisais tout le contraire. Et à chaque fois qu'on me disait, mais non, mais Deb, c'est pas possible, Ronaldo, mais tu rêves, Miyazaki, oui, mais bien sûr. Et à chaque fois que c'était difficile, je me suis dit, moi j'adore, je vais être un peu maso, j'aime le défi, je dis, alors, ok. Donc j'ai toujours fait tout le contraire de ce qu'on m'a dit et j'ai jamais eu d'ennui. Grosso modo. Voilà. Non mais c'est top, c'est une bonne philosophie. Alors, après, on va essayer de rassurer un peu aussi quand même les personnes qui se disent ok, je regarde ces 4 personnes, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais c'est quoi ces parcours incroyables, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on peut se lancer tranquillement. C'est quoi vos petits tips pour les gens? Allez, on s'adresse à des collégiens, à des lycéens. Est-ce qu'on peut quand même avoir un espoir d'aller dans cette industrie sans se lancer corps et âme, ou alors faut quand même bosser dur? Alors moi je vais quand même dire bien sûr c'est possible, tout à fait. Alors après là aussi il y a quand même entre nous trois il y a quand même une époque et une génération. Voilà, en fait je suis pas vexé du tout. Au contraire, tu es jeune et tu seras éternel, non jeune à mes yeux. Maintenant. Mais nous, c'était une époque. C'est-à-dire que ce que nous, on a fait, ce qu'on a vécu, maintenant, ce ne fait plus du tout. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Les portes sont complètement différentes. C'est-à-dire que le culot de taper aux portes, c'était un truc qui se faisait. Et qui était aussi l'époque de nos parents, c'est qu'en fait, on quittait un travail... On tapait à la porte d'en face, on avait un travail. Maintenant, il y a des écoles, il y a des formations. Il faut passer maintenant par ce processus-là. Et c'est-à-dire qu'aussi, ça peut, par des stages, aussi encore des rencontres. Et c'est-à-dire que, je sais pas, là, on peut avoir un étudiant qui arrive et qui nous montre son book et tout de suite, on fait « Ah !» Et là, on va donner la carte. C'est-à-dire qu'il y a un premier contact. Voilà. Mais maintenant, il faut passer ce qu'on appelle... pour arriver à la voie professionnelle, il faut passer par la voie formation et ça passe... Maintenant que ça existe, c'est carré, etc. Voilà, par des écoles. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne et maintenant, il y a énormément d'écoles, que ça soit 2D, 3D, même des écoles de stop-mo, parce que moi, j'adore la stop-mo. Donc voilà. Et voilà, maintenant, c'est de la formation et c'est sûr que comme maintenant, il y a énormément d'écoles et que ils sont des milliers et que c'est vrai que moi, je suis à la prod, on est au recrutement. On passe, on reçoit les books des élèves, on est constamment en lien avec les écoles, mais ça arrive aussi qu'on est connecté sur les réseaux sociaux. Ça arrive que des fois nous sommes sur Twitter ou sur Insta, et que là on voit une petite pépite et on sait que les écoles sont à un prix et que tout le monde ne peut pas se le permettre. C'était ma question sûre. Pardon, voilà. Les écoles sont un prix et tout le monde ne peut pas se le permettre aussi. Et il y a beaucoup d'étudiants avec qui je travaille et un grand plaisir qui payent leur crédit d'étudiants. Voilà. Dès que l'école est finie, il faut tout de suite qu'ils trouvent un premier travail parce que ça se déclenche pour rembourser. Et c'est vrai qu'il y en a qui passent pas. Et là, on les a sur les réseaux sociaux. On les voit, on fait « Ouh là là, allez hop ». Et là, on va contacter. Et donc, c'est aussi un culot, mais qui est différent, qui passe par les réseaux sociaux. Faut pas hésiter à... Aujourd'hui, on se construit son book sur les réseaux, sur Instagram, sur des choses comme ça aussi. Sur ArtStation aussi, en général. ArtStation, ouais. C'est ça. En fait, on aime, il faut y aller. Il faut. Moi, je pense que voilà, le monde est difficile, mais l'espoir existe encore, et je pense qu'il faut être motivé. Et en fait, si on aime, il faut tout le temps dessiner, il faut rien lâcher, et à un moment. Effectivement, les portes s'ouvrent, mais il faut être patient aussi. Après, c'est une réalité peut-être de génération qui n'est pas valable que pour l'animation. Je pense que même pour la vidéo de manière générale, on a envie de réaliser des choses. En fait, faut commencer à y aller maintenant. C'est pas parce qu'on est diplômé à un moment donné de telle école qu'on va devenir animateur ou qu'on va devenir réal, etc. Il va falloir bosser à côté aussi quand même. C'est des métiers il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire, mais tout le monde, il n'y a pas forcément 1001 places non plus, j'imagine, quoi. Donc, Bien sûr, moi je rebondis sur ce que tu es en train de dire, sur ce que tu dis. Évidemment, tu essayes d'être malgré tout positif. Effectivement, on ramène ça à nos expériences à nous. Tu parlais exactement qu'on a vécu une époque extraordinaire.
où il y avait effectivement... En fait, nous, on sentait qu'il y avait beaucoup plus d'échanges, on dirait qu'aujourd'hui, mais pas forcément que ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux qui sont différents. Par contre, l'envie de faire les choses, la passion, c'est de passer soi-même. Effectivement, il y a les écoles. Moi-même, je suis professeur au Gobelin. J'ai fait des cours de direction artistique sur les derniers cours des bachelors. Et c'est extraordinaire le niveau que je vois des gens comme ça passionnés. Mais je vois derrière tout ça, en fait, malgré tout, des gens qui peuvent s'extraire à tous. En fait, moi, je laisse la possibilité à tout le monde. Moi, je suis d'accord qu'on peut trouver des pépites. C'est vraiment dommage qu'il y a des gens qui, par des problèmes économiques, je parle un peu d'un point de vue aussi personnel, parce que moi, j'étais censé être peintre, illustrateur, graphiste. Et finalement, j'ai appris les métiers de l'animation sur place. J'ai eu la chance des gens qui m'ont dit, vas-y, il faut faire ça. Mais en une semaine, il fallait presque apprendre un poignet, avec des photocopies des livres des Preston Blair. Non, mais complètement. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on pourrait dire, parce que c'était des photocopies en noir et blanc. J'ai connu l'époque où on faisait de l'animation avec des 20 titres, c'était du papier et des crayons, qui, encore dans des écoles de haut prestige comme les Gobelins, on continue à faire. La plupart des gens, ils étudient comme l'animation, toujours d'une façon traditionnelle. Effectivement, après, on va vers des métiers, des techniques qui sont très digitales, mais en fait, les coups de crayon, la passion, tout ça, pour moi, c'est inclassifiable. Effectivement, aujourd'hui, il faut passer par des... Pour moi, les écoles, c'est presque un apprentissage technique, je pourrais dire. Peut-être je ne veux pas dire qu'il y a un travail artistique, mais la passion... Mais moi, mon travail, personnellement, je me suis passionné surtout par un art classique. Quand je suis arrivé en France, je me suis imbibé dans la culture française, les musées, tout ce qu'il y a dedans. Je suis un vieux de la vieille, c'est pour ça que je vous parle de ça. Aujourd'hui, à la culture manga, pop, K-pop. Il y a beaucoup de choses. On peut s'inspirer de ça. Moi, il y a une époque où, finalement, je me suis inspiré aussi de ça. Quand j'ai fait des projets comme Witch, il a fallu que je fasse du manga, alors que je ne savais pas du tout faire du manga. Et en plus, avec Disney, derrière, qui me dit, écoute, il faut faire des Disney manga. What? Va demander ça en espagnol qui fait des cartoons. Qui venait de finir Achille Talon avec des personnages de la BD belge. Mais tu y vas, tu fais des choses que tu essayes de faire. Tout en sort pas, mais tu apprends avec des gens qui sont... sûr. J'ai eu la chance d'avoir des gens bienveillants. Et franchement, ce qu'il dit, c'est ça. C'est que, ok, c'est très bien, apprendre une technique. Si tu as de l'argent, tu t'es payé des bonnes écoles ou des écoles moyennes. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu as énormément des écoles sur Internet. Et surtout, il faut apprendre à être honnête avec soi-même et apprendre à se prendre des baffes des professionnels. Ouais, bien sûr. Bienveillants. Quelqu'un qui va te dire, ça, c'est pas bien. Oui, mais il faut... C'est bien être... c'est bien ce que tu fais, petit dessin, machin. Mais vraiment, l'apprentissage, ça se passe énormément pour se mettre en question. Et une partie, je ne dis pas des souffrances, mais c'est un passage. Et ce passage, pour moi, ça peut être lié à l'école, mais ça peut être lié aussi à un parcours personnel, comme les miens. Je parle, effectivement. Mais j'ai la possibilité toujours à tous les élèves, à toutes les personnes que je connais dans le métier, qu'on peut s'épanouir dans ces métiers-là des millions de façons. Ouais, tout à fait. Non, mais très clair, très clair. Manon, toi, de ton côté, quand il y a des gens comme ça qui viennent te voir en convention, est-ce qu'il y a des questions contemporaines là, qui reviennent, justement, des questions qu'on se pose et auxquelles tu essayes d'apporter des réponses? Oui, en général, j'ai souvent les mêmes questions et en parallèle, je donne aussi cours du coup dans mon ancienne école. Ok. Après, je fais des cours de planning, de production, de gestion, de communication, forcément et tout. Je leur apprends des soft skills plus que des hard skills, du coup, plus de la technique, donc plus à comment presque se comporter, d'être humain, un petit peu de la diplomatie aussi, le social vraiment. Mais en fait, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que parce que j'ai été diplômé il y a que 4 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et je leur dis juste que j'étais une élève vraiment lambda, genre une moyenne, genre j'étais là sans être là, j'étais pas exceptionnelle, je faisais mes trucs, ça marchait, mais c'est pas pour autant que... Enfin, j'ai pu travailler sur des très gros projets assez rapidement. Et c'est pour ça que je pense que tout est toujours possible. J'aurais jamais pensé, par exemple, aller chez Illumination, qui quand on est un étudiant, on se dit « Oh mon Dieu, peut-être qu'un jour j'irai là-bas, ah là, ça va bien ». Et que ce soit la première boîte dans laquelle j'ai pu travailler en sortie d'études, j'y aurais jamais pensé. Mais c'est juste parce que, à un moment donné, j'ai osé, mais j'ai pas fait grand-chose. En osant, c'est-à-dire que j'ai posé une question. J'ai juste osé poser une question, parce que tout le monde, quand il y avait à ce moment-là, c'était le Covid en plus. Donc il y a une masterclass de Illumination à distance. Et évidemment, quand c'est le moment des questions, tout le monde pose les mêmes questions de « Vous cherchez en
en modeling, vous cherchez, en lighting, vous cherchez ça. C'est toujours ça les questions. Ouais. Et moi, je me dis, oh vas-y, moi aussi je vais faire, ça coûte rien. De toute façon, j'étais derrière mon PC, j'avais oublié qu'il y avait la masterclass, mais je l'ai mis en fond en faisant que je faisais d'autres choses. Je dis, oui, bon, ok, d'accord. Et là, j'envoie juste un commentaire comme ça, où je dis, oh, en fait, est-ce que vous cherchez en production? Et là, la personne qui est RH, du coup, qui regarde et fait, ah, oui, bah tu sais quoi, envoie-moi un message sur LinkedIn. Et j'ai fait, pardon. Oui. Et du coup, la seconde près, j'étais déjà sur mon LinkedIn en train d'envoyer un message, un CV et tout, en mode oui, je suis prête et tout, machin, etc. Et ouais, j'ai eu un entretien assez rapidement et quelques mois après, j'étais sur Mario pour mon Mais c'est parce que premier film, les gens pensent moins. Parce que là, du coup, il y a une question dans le chat qui dit est-ce que certains des métiers sont saturés? C'est vrai que quand on vous reçoit et quand les gens voient peut-être ça sur le planning, tiens, métier de l'animation, ils vont tout de suite penser au coup de crayon, etc. Ils vont pas penser à la production. Est-ce qu'il y en a des métiers qui sont plus saturés que d'autres aujourd'hui de demandes et il y en a qui oublient qu'en fait c'est large? Si on pourrait dire saturé, je pense qu'il y a des projets, enfin, c'est des cycles et aussi il y a des profils où il y a énormément de gens qui veulent faire ces métiers-là. Du coup, il y a plus de gens que de demandes, donc forcément, on a l'impression que c'est saturé aussi, je pense, ça joue. Moi, je vais intervenir. C'est surtout, comme je fais beaucoup de recrutement et au niveau des étudiants, ils ont la spécialité de nous mettre VizDev, Concept Art. Ah, mais c'est ça, oui, les concept artistes, les cara designers. À 95%, ils veulent être VizDev, Concept Art. Okay. Il faut savoir que ce poste, que Fernando a fait, mais qui a mis des années pour arriver DA. Ouais. Et DA, c'est Concept Art et VizDev, c'est plutôt VizDev développement, c'est plutôt les décors. Mais voilà. Et en fait, ça, c'est des postes, il faut des années. Oui. D'expérience. C'est pas juste on débarque et on fait ça. Voilà. Donc, effectivement, quand vous mettez ça, c'est des postes en fait qui sont. Aucun poste dans l'animation est saturé, c'est cyclique. Mais ce poste-là, VizDev Concept Art, alors j'ai dit aux jeunes qui nous écoutent, qui veulent faire du dessin animé, ne le mettez pas parce que ce poste est saturé. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà, dans le sens où il y a déjà beaucoup de monde qui sont déjà depuis longtemps, parce que voilà, 26 ans, 27 ans, 4 ans et ça va perdurer. Voilà. Donc oui, ces postes sont déjà pris et à un moment, quand on est installé dans une boîte avec un style, c'est dur de faire changer le DA, ou sinon le DA demande, parce qu'il a plein de projets, demande à avoir des gens en plus. Mais en général, il ne prend pas quelqu'un sorti de l'école, hormis, comme il disait, ça arrive, comme tout à l'heure j'ai écouté l'interview des doubleurs, où là il y a un coup de cœur. Et là il se dit, je le veux. Et je l'appelle. Mais c'est des cas rares, comme un succès en animation. Moi j'ai travaillé sur des succès tels que Miraculous, Totally Spies et maintenant Wakfu. Les sociétés d'anime ne font pas des succès tout le temps. Non. Voilà. Donc c'est pareil. Mais par contre, il y a énormément de métiers. Il y a du cara design, il y a l'assistana, il y a de l'animation 2D, 3D, il y a du clean, il y a de la colo, il y a des décors, du montage, des voix, la prod, on en a dit, premier, second assistant réa. Je veux dire, il y a énormément de postes divers et variés. Et surtout, tout dépend du projet. Voilà. C'est ça aussi. Il y a des ampleurs de projets qui sont différentes. Mais vous voyez, de toute façon, quand vous regardez les génériques, vous voyez, vous dites, mais en fait, on est des milliers. Voilà. J'aimerais compléter les propos, parce que c'est vachement intéressant. En fait, c'est très vaste, mais je vois 3-4 points à mon sens. Alors, déjà, effectivement, pour resituer un peu le contexte, c'est sûr qu'elles sont beaucoup mieux placées que moi là-dessus, mais je remarque que ce soit à Annecy ou ailleurs, il y a déjà des choses qui ont changé, c'est que par rapport au début des années 80, nous, quand on a eu Tony et Little, Clémentine, etc., les mondes engloutis, c'était les premiers dessins animés par ordinateur, mais avant, c'était l'âge de pierre en France, on achetait du dessin animé japonais au kilo, pas cher, et nous, on ne savait pas faire, on était complètement à la ramasse. Donc ça déjà, non mais clairement, depuis, ça s'est largement démocratisé, on est devenu compétitif à l'international, c'est le jour et la nuit, ça je tiens à le préciser quand même, parce que ça a vraiment énormément changé. Ensuite, tout ce qui est 3D, Flash, etc., je vois régulièrement des annonces, que ce soit Annecy, etc. Les secteurs sont devenus aussi, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, beaucoup plus variés. Alors autant, après je dirais juste 2 mots du journalisme, mais pour rester dans l'animation, autant à l'époque, effectivement, bon, bien sûr qu'il y a les études qui comptent avant tout, des fois, comme elle disait, on peut tomber sur quelques zèbres, quelques cas à part, etc., mais on ne s'improvise pas comme ça, en général, à part quelques coups de génie, mais ça, c'est une fois tous les 36 000 ans. Et, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois des bonnes choses, des mauvaises choses, c'est-à-dire qu'avant,
à mon humble avis, on avait moins de ce que j'appelle des filtreurs à café. Enfin, ça, c'est un peu une image un peu bidon, mais ce que je veux dire par là, c'est que au niveau artistique, on passait des projets. C'était, je veux pas faire vieux con, mais j'ai pas dit que tout est mauvais ou tout est pire. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais j'essaie d'expliquer ma pensée. C'est-à-dire que vous aviez 3-4 gars qui se réunissaient, on parle de Chalopin, etc., qui avaient la volonté. Ils sont pas tous sortis de grosses écoles, etc. Et c'est pas péjoratif. Il y a des gens qui viennent de grosses écoles qui peuvent être des abrutis complets dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études qui peuvent être des gens très intelligents et vice-versa. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils essayaient des choses, il y avait déjà plusieurs éléments. C'est qu'aujourd'hui, on est pas mal dans une société où il y a trop de choix, tu le choix. Donc, dans tous les secteurs. Et je ne parle pas que du secteur de l'animation. Donc, forcément, tout le monde a envie de faire la même chose. Donc, c'est devenu très compétitif. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est comme on est à l'ère du mondial, d'Internet, etc. Ça permet aussi à d'autres gens qui, à l'époque, quand ils envoyaient des choses, il y avait quoi? Il y avait le courrier, pardon, je parle comme un vieux dinosaure, le courrier postal, que ce soit une maquette pour de la musique, du dessin ou des choses comme ça, à part sur certaines études, parfois un peu le piston, etc. C'était compliqué parce que, je veux dire, pour sortir du lot, je veux dire, mais en même temps, il y avait moins de sociétés, aussi en termes de dessin animé, en musique, autre chose, etc. Donc, il y avait moins de choix. Mais il y avait aussi moins de lisibilité pour se faire connaître. Grâce à Internet maintenant, on dirait qu'on est passé dans un pendant inverse. Encore une fois, ce n'est que mon humble avis, où on a énormément de choix, énormément de possibilités. L'avantage, c'est qu'au moins, des gens, ça a commencé par les MySpace et compagnie, pour la musique, pour les dessins, les blogs ou les journalistes, enfin, toute partie créative, permettent, parfois en bien, parfois en mal. On a des gens qui assurent, et parfois, tu as des mecs qui sont improvisés, journaleux, qui n'ont jamais été vraiment journalistes, photographes, mais qui ne sont pas vraiment, etc. Peu importe, dans le lot, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais ça permet d'avoir un accès que d'autres n'avaient pas forcément, etc. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est formidable. Pour la production et les financements, puisqu'on parlait de production, financement en termes d'anime, etc., il y a aussi autre chose que je trouve intéressant, puisque tout n'est pas acheté, bien évidemment, à notre époque, heureusement, c'est que, autrefois, enfin, entre guillemets, évidemment, il faut toujours trouver, c'est le blé, quoi, le nerf de la guerre pour des financements, etc. Mais on va dépendre souvent de producteurs, de gens, etc. Encore une fois, ces fameux filtres. Mais alors, 2 points. Le point sympa, c'était que comme il y avait moins de gens dans la télévision ou ailleurs, où tu as une ribambelle de 150 soldats et de psychologues pour analyser toutes tes œuvres, déjà on était moins dans une étude de marché, du préfabriqué, je vais concevoir un truc et puis il y aura de la peluche et il y aura machin, du calcul. Maintenant c'est ça. Non mais c'est vrai, ça. Non mais réellement. Et donc le truc qui était sympa, c'est que au moins on était entre guillemets, là il y en a qui vont pas être d'accord, d'une certaine manière, mais ça l'est aussi aujourd'hui, mais autrement, plus libre, entre guillemets. Donc, c'était des œuvres qui venaient du cœur, très spontanées, elles viennent toujours du cœur, mais il y avait moins de calcul. Et je pense que le public n'est pas vache à lait, et quand il voit les choses, etc., ils ressentent les choses qui ont été faites avec le cœur et pas sous un calcul. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il y a des choses qui viennent du cœur, mais qui sont souvent trop calculées, qui sont faites pour forcément gagner du fric. Pour, à l'époque, faire du produit dérivé, c'était limite, t'es artisan, non, on ne fait pas du produit dérivé, parce que ça faisait pas bien. Aujourd'hui, c'est systématique. Donc, ça, déjà, ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, par contre, pour les financements, ce que je veux dire, c'est que qu'on fasse de la bande dessinée, de l'animation, autre chose, oui, on peut bien sûr passer par les écoles, les Gobelins, la Fémis, ou d'autres, etc. Il y a ça, mais il y a aussi des gens, d'autres, parce que tu parlais aussi de moyens, qui n'ont pas toujours, tout le monde ne peut pas se payer aussi des écoles, donc il faut que, quand on dit qu'on a tous les mêmes chances, c'est vrai et faux, parce que bon, les gens qui peuvent se payer des grosses écoles, etc. Oui, c'est pas facile. C'est un avantage, donc c'est pas tout à fait exact. Finalement, le truc de on a tous nos chances, c'est une légende urbaine, ça. Donc, du coup, pour le marché donc, de l'animation, ou d'autres choses que je trouve formidables, il y en a qui n'aiment pas, je peux le comprendre aussi, c'est que les financements, par exemple, participatifs, font que tu lâches un truc sur Internet ou ailleurs, déjà, double tranchant. Sur Internet, tu as la possibilité soit de te faire gauler ton projet si tu ne l'as pas déposé. Oui, c'est un risque. Donc c'est mieux de le déposer, de préférence. On a la SACD, l'INPI, on a des choses en France qui font que quand même, on peut éviter de se faire enfler de préférence avec certains véreux. Mais l'autre chose, c'est que avec ces financements participatifs, je dis une connerie, là, je vais caricaturer. Imaginons, vous avez un personnage médiéval, il est comme s'il a les cheveux jaunes, il est à telle époque, etc. Et certains éditeurs ou gens dans l'animation peuvent dire « Oui, mais tu comprends, il faut refaire du Dragon Ball. Non, là, il faut que ce soit plus Naruto. » ou Alors, ils ont quand même raison parce qu'ils suivent le marché, etc. Mais si vous avez une idée et vous voulez aller jusqu'au bout, peut-être qu'à travers ces plateformes, je dis bien peut-être, du moins plus dans la BD, parce que l'anime, forcément, il y a le cahier des charges aussi pour la jeunesse, donc il ne faut pas mettre de cigarettes, il ne faut pas mettre des trucs politiquement incorrects, sexuels et compagnie, ce qui est normal. Mais il y a cette possibilité, ou au moins, l'avantage,
On ne gagne pas toujours avec le participatif, mais quand vous avez votre produit, j'aime pas trop le mot produit, entre guillemets fini, fait, et que les gens ont adhéré et ont financé, alors ça marche mieux les one-shot a priori. Des fois, on a des choses, parce qu'il va pouvoir mettre à chaque fois sur le long terme, c'est plus compliqué. Mais il y a, disons, cette possibilité de ne pas dépendre forcément ou d'un patron, ou d'un producteur, ou de celui qui va dire tu me rajoutes du chewing-gum, ou tu enlèves la cuisse de la femme, ça va pas, ou machin, ceci, cela, et d'être un petit peu plus libre. Mais après, on peut pas tout avoir. Soit on est libre et on fait des trucs qui vont être connus à trop du cul les oies si on n'a pas un gros réseau, soit on rentre dans une démarche un peu plus commerciale, mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Oui, c'est un équilibre, mais après, c'est pas facile. Voilà, je voulais juste apporter ces petits points, mais je ne vais pas me lancer sur le woke et la cancel culture, parce que ça, c'est une autre histoire. Oh là là, attention. Et là, ça devient chaud. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes pour notre panel. Mais c'est sûr qu'en tout cas, avec Netflix et les plateformes... Restons sur le dessin animé. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose, ce que je trouve dommage, et à la fois formidable et dommage, c'est... On est dans quelque chose où on vise davantage le monde entier. On peut s'adresser à des gens, des ethnies différentes. C'est formidable, c'est génial. Mais paradoxalement aussi, là où avant, on le faisait pour un département, pour un tel secteur, etc., on recevait 2-3 courriers, c'est que maintenant, c'est comme si vous avez souvent une espèce de cahier Excel où il faut remplir des espèces de cases pour correspondre, pour pouvoir plaire à un Indien, un Africain, un Espagnol, un machin, etc. Donc, oui et non, il y a du pour et il y a du contre. Restons sur les oui. Voilà. Soyez créatifs. Voilà. Continuez à penser dans vos rêves. Tous les jeunes, toutes les personnes qui et puis pas faire que du neuf avec du vieux, parce que ça aussi, de refaire toujours, moi j'aime bien un peu, mais un remake de Heidi, un remake de ceci, un remake de cela, dans les investissements, on refait du Star Wars 20 fois, on refait du Maya l'abeille 20 fois, etc. C'est cool un moment, mais un moment, purée, ça ferait du bien aussi de faire des créations vraiment, à part il y en a, bien sûr, mais que de faire juste, on a peur, on va utiliser quelque chose qui a déjà marché. Oui. Tiens, je saisis un petit peu pour essayer de rebondir et pour essayer de conclure notre panel. Je vais vous poser une question simple. J'espère que du coup vous avez eu envie de travailler dans le dessin animé, dans l'animation, donc j'espère que vous êtes toujours passionné par ça. Et j'ai envie de vous demander une reco. Alors c'est pas forcément une recommandation. D'accord. Pas forcément un truc sur lequel vous avez bossé, parce que vous avez le droit d'être très fier et d'avoir envie de recommander quelque chose sur lequel vous avez bossé. Une créa, que ça soit un anime, un dessin animé, même pas rien du tout. Une reco, ça peut être un truc du moment, tiens, voilà. Votre feeling. Bon, moi, je vous ai posé une colle. Ma production que je suis plus attaché, ça dépend, c'est Como Niños. C'est une Como Niños. Como Niños. Okay. Très coloré, très fantasiste. Je peux éclore une direction artistique à niveau de design, des décors et tout, magnifique. Okay. Je tiens encore, parmi plein qui est fait. Très bien, et c'est noté. Pas facile ? Pas du tout facile. Parce que, en fait, ça peut être un truc que tu as regardé récemment, que tu as bien aimé. Non, entre ce que je regarde et ce que je lis pour le boulot et ce que j'aime... Ça peut être aussi de la lecture, hein. Franchement, ça peut être n'importe quel type d'œuvre. Hein. Je sais pas, en ce moment, je suis accro aux webtoons. Donc voilà. Vive les webtoons. Mais ça aussi, c'est une manière pour certains de se faire découvrir. Mais carrément, moi j'avais plus de 5000 mangas chez moi. Donc maintenant, j'ai, je sais pas, 400, 500 100 webtoons. C'est cool au niveau du stockage. J'ai vu la liste. Voilà. Elle est longue. Mais voilà, non, moi je suis une vraie fan. Après, si j'ai envie de parler où j'ai eu... Alors, dans mon métier, on va dire les séries sur lesquelles je fais vite. J'ai vraiment adoré. Je me suis amusée sur La Famille Pirate et Martin Mystère. Voilà. Et après, Loli Rock. Parce que pour une fois, on pouvait faire du Magical Girl en France, même si on n'a pas pu faire du Sailor Moon et du Crimi, ça reste quand même, ou du Gigi, une grande inspiration. Et après, moi, mon coup de cœur pour moi, au niveau, c'est Akira. Akira qui arrive en France, je prends une claque phénoménale. Ouais. Voilà. Et j'ai envie de dire après, vite fait. Et après, forcément, chez moi, c'est Toto Roland et Princesse Mononoke. Je l'ai vu 200 fois. Je le causais par cœur. Et pour moi, en fait, il faut regarder ce film. Et si on regarde ce film, je pense que le monde ira bien. Voilà. Avec un Ashikata, on est une scène, voilà, c'est parfait. Non, mais au final, t'étais pas inspiré. Tu nous as sorti 15 recos. Je vais pas être du tout original. Je dirais la saison de Darkane qui sort. Ok. Ah oui. Non, je pense qu'on est très très fiers de ce qu'on a fait. Ouais. Et on a hâte que le monde découvre notre travail pendant 16 novembre 15 novembre 9 novembre. Et oui, bientôt. Mais c'est plutôt que je pensais. Parfait. Et ouais, on a vraiment hâte en tout cas. Et non, ça va être cool et on espère que les gens vont autant l'aimer que nous. Ok. Déjà, n'empêche que bosser sur un truc, en être fier, être content d'avoir bossé dessus,
C'est cool parce que j'en connais plutôt de côté dev jeux vidéo qui sortent des jeux, ils en sont pas fiers. Arcane, Steven Universe, dans un autre genre, très etc. cool. Par exemple, Steven je ne vais pas cool. citer, parce qu'il y en a plein que j'adore. Puis un peu plus vieux, mais j'aime bien parce qu'il y a un côté irrévérencieux, American Dad. Aussi. American Dad, ouais, c'est encore d'actu. J'aime beaucoup. Il continue de sortir des saisons. Évidemment, Death Note aussi dans un autre style. Enfin, je ne vais pas citer tout. Il y a des trucs très chouettes. J'ai oublié aussi, en fait, c'est vrai que je me concentrais un peu sur un travail où j'avais travaillé, mais le dernier dessin animé qu'on a fait chez Blue Spirit, qui s'appelle Blue Eye Samurai. Ok. Il est excellent, qui rappelle un peu Arcane. En fait, c'est des formats qui sont beaucoup plus modernes, qui donnent l'espoir pour que les créateurs on puisse faire en dehors des clous classiques. Ouais. Des formats traditionnels. C'est-à-dire que pour tous les artistes, on a la possibilité d'éclore. Après, effectivement, c'est des financements un peu plus compliqués, mais on a la possibilité d'aller loin, artistiquement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'était assez court, hein. On aurait pu, je pense, encore parler. Ah, il y avait Merci une question. Ah bah attends, on va la lire. Les prods de demain, c'est du Kickstarter avec des produits dérivés où on fait ce qu'on veut. Parce que là, si je donne la main à Rui, je pense qu'il y en a pour 1 heure de plus de confort. Mieux vaut pas alors. Alors, je vais faire vite. Donc, en fait, un dessin animé, on va faire court, c'est des millions et des millions d'euros pour pouvoir le fabriquer. Sur une moyenne, on va partir sur du 26 ou 22. C'est minimum 10 millions. Voilà. Donc, par contre, le Kickstarter est assez important parce qu'en fait, c'est très dur de plan de financement. Les séries que vous pouvez voir, avant qu'elles arrivent, il y a eu 3, 4, voire beaucoup plus à pouvoir la financer, à pouvoir la sortir. Ça a été un combat et on n'a rien lâché. C'est très long la production. Hein. Voilà. Et donc, c'est vrai que maintenant, Kickstarter aide. C'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir un premier financement. Et merci beaucoup à vous, les fans, et aux bikers, comme on dit, les bikers. Voilà, parce que c'est vraiment important. Et en fait, c'est aussi grâce à vous, parce qu'en fait, vous backez et on sait que c'est ce que vous voulez voir. Je fais très vite. Et avec des produits dérivés, alors non, on ne finance pas avec des produits dérivés. C'est sur du long terme et c'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans la même enveloppe. Okay. Voilà, en gros. Non, mais la réponse est donnée. Merci. Merci beaucoup merci pour à vous. cette séance, ça fait plaisir. Nous, on va enchaîner, on fait une mini pause et on se retrouve.